C'est une lactofermentation que moi j'aime beaucoup, la lactofermentation de l'ail, parce que on a tous de l'ail dans notre cuisine. Je pense que la plupart d'entre nous sommes conscients que l'ail, ça fait partie de ces super aliments. Mais ce que peu de gens savent, par contre, c'est qu'il faudrait manger de l'ail cru pour bien faire. La solution pour ça, justement, c'est là que rentre en scène la lactofermentation. Aujourd'hui, tu as besoin d'ail. Yes. Je vois que tu en as, c'est parfait. De sel. Et là, On en a parlé. sel brut non traité. Et ensuite, de l'eau. On a besoin d'eau. Bien, ça prend vite le dessus sur le reste. Donc, moi, je serais toi pour une première fermentation comme ça d'ail. Après, nature, c'est excellent aussi. Ce qu'on va faire pour l'ail, c'est qu'on va rester sur une saumure de base de 3% de sel. C'est-à-dire qu'on va mettre 30 grammes de sel pour 1 litre d'eau. D'ici 3 semaines, 1 mois, tu pourras déjà y goûter. Ça va déjà être très intéressant. Mais comme je te le dis, moi, le moment où je le préfère, c'est après 1 ou 2 ans. Et là, c'est vraiment incroyable. Allez, c'est parti. Super. Lactofermentation de l'ail. Yanis, merci de m'accorder cette recette en direct. Mais avec plaisir, Nicolas, ça a un plaisir de te retrouver sur ta chaîne. Merci pour l'invitation. Yes, avec plaisir. Bah, du coup, ce sera en voie. Là, c'est impro total. Alors, ouais, donc merci pour. C'est toi le maître et moi je suis l'élève aujourd'hui. C'est moi qui vais mettre au couteau. Donc lactofermentation d'ail, je te laisse la main. Bah ouais, ça me fait super plaisir d'être aux commandes. Je t'avoue que c'est un peu un rêve qui se réalise, tu vois, ce rôle de superviseur, tu vois, qui est en mode faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Non mais sans blague, c'est une lactofermentation que moi j'aime beaucoup, la lactofermentation de l'ail, parce que on a tous de l'ail dans notre cuisine. Je pense que la plupart d'entre nous sommes conscients que l'ail, ça fait partie de ces super aliments qu'on devrait tous manger peut-être un peu plus souvent. Mais ce que peu de gens savent, par contre, c'est qu'il faudrait manger de l'ail cru pour bien faire. Parce que je sais pas si tu le savais, Nicolas, mais en fait, dans l'ail, il y a un principe actif qui est le principe le plus puissant, qui est l'allicine. Ok. Et tu le savais, ça? L'allicine, non, je savais que c'était un super aliment l'ail, mais je connaissais pas le principe actif de l'ail. Donc merci. Ouais, bah après c'est un tout là, il y a plein de principes actifs, mais celui-là c'est le un des plus puissants. Et en fait, il faut savoir qu'il est détruit par la chaleur. Et en fait, on a l'habitude de cuisiner l'ail. Enfin moi en tout cas, la plupart du temps où je cuisine l'ail, tu sais, je l'ajoute soit en fin de cuisson, soit en début de cuisson. Mais souvent c'est lors de la cuisson. Ça va être pour parfumer un aliment, pour faire cuire un aliment. Et en fait, en cuisant, en le cuisinant, on va détruire les principes actifs présents dans l'ail. Ce qui fait que, bah, du coup, on perd pas mal de plus-value. Et pour bien faire, faudrait le manger cru. Mais évidemment, quand on le mange cru, ce qui se passe, c'est que ça devient difficile tu vois, d'avoir une conversation avec son voisin de table, parce que, bah, il y a l'inconvénient, tu vois, là, on sent on a une assez mauvaise haleine. Ouais. Avec l'ail cru. Et la solution pour ça, justement, c'est là que rentre en scène la lactofermentation, parce que du coup, la lactofermentation, on a l'allicine qui est préservée, on a tous les principes actifs et les nutriments de l'ail qui sont préservés, mais on n'a pas cet inconvénient de la mauvaise haleine, et puis aussi, on a une conservation qui va pouvoir se faire sur de très longues durées. Merveilleux tout ça. C'est vrai que du coup, ça nous fait avoir les bénéfices de l'ail sans le détériorer via la cuisson et on n'a pas les effets négatifs. Donc on peut manger à midi de l'ail lactofermenté, il y aura aucun problème pour l'après-midi, quoi. Non, aucun problème. Et puis c'est délicieux surtout, donc Ouais, voilà, c'est ça vrai. va être une occasion de se régaler. Yes. Entrons dans le vif du sujet. Je te laisserai parler un peu plus pendant que je vais éplucher tout cet ail. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour cette lactofermentation à l'ail? Bah écoute, c'est super simple. En lactofermentation, on va retrouver deux méthodes principales qui vont être la lactofermentation en salaison, c'est-à-dire qu'on va saler directement le produit. Je pense par exemple à la choucroute. On va couper pour faire une choucroute, on prend un chou, ça peut être un chou blanc, ça peut être un chou de Savoie, peu importe. On coupe le chou en fines lanières, on va mettre du sel et en fait, ce sel va faire que
en malaxant le chou, il va y avoir son propre jus qui va être extrait. Et on va se servir de ce jus pour mettre le chou en immersion. Et en fait, donc ça, c'est un cas de figure, c'est la lactofermentation dite en salaison. Deuxième cas de figure, c'est celui qu'on va faire ensemble aujourd'hui, la lactofermentation avec l'ajout d'une saumure. Ok. L'ajout de la saumure, en fait, c'est le même principe. C'est toujours, en fait, en lactofermentation, il faut savoir qu'il faut 3 critères de base. Il faut que 3 critères de base soient réunis. On a l'absence d'oxygène, on a l'ajout de sel, et puis on a, qu'est-ce qu'on a encore? Oui, l'anaérobie, pardon. Donc, mais ça, je l'ai déjà dit, l'absence d'oxygène. Donc, attends, l'absence d'oxygène, l'ajout de sel, et puis, c'est quoi le troisième? Oui, la chaleur. On a besoin d'une chaleur qui soit suffisante pour que justement il y ait cette activation moléculaire et qui va favoriser les principes de fermentation. Okay. Donc, une fois qu'on a ces 3 critères qui sont respectés, ce qui va se passer dans n'importe quel type de fermentation, comme on en parlait lors de notre échange précédent, c'est qu'il va y avoir une transformation des sucres des aliments, ici aujourd'hui les sucres de l'ail, en acide lactique. Okay. Et en fait, c'est cet acide lactique qui va permettre au milieu de s'acidifier, à des nouvelles saveurs d'émerger, et puis une conservation sur le long terme. Donc, pour revenir dans le concret, aujourd'hui, tu as besoin d'ail. Yes. Je vois que tu en as, c'est parfait. De sel. Et là, sel brut non traité. De Guérande, hein, parce qu'on est en France, donc sel de Guérande. Magnifique, magnifique. Voilà, le plus important, c'est que vous ayez du sel non traité. Très simple à vérifier, même si vous l'achetez en supermarché, regardez dans la catégorie ingrédients, vous devez retrouver que le mot sel. Que ce soit un sel de l'Himalaya ou de Guérande, évidemment, c'est plus local le mieux, mais voilà, ça n'a pas trop d'incidence. Yes. Et ensuite, de l'eau. On a besoin d'eau. Est-ce que tu as de l'eau, Nicolas? Yes, de l'eau filtrée du Berquet, que je suis en train de faire couler dans la cruche. Je sais pas si tu entends ce doux son. Ouais, c'est reposant, c'est inspirant, merci. Merci pour cette symphonie aquatique. Allez, et de l'eau qui est là. Voilà. Ok. Et alors le dernier ingrédient, ça va être quoi? Ça va être de l'huile de coude. Donc je compte sur toi pour éplucher toutes ces tailles. Ok. Allez, c'est parti. Alors moi, pour la lactofermentation, j'évite d'écraser l'ail. Sinon, quand je cuisine mon ail, je vais l'écraser au plat du couteau. Je sais pas si tu fais pareil. Ouais, si. Mais pour la lactofermentation, moi, je vais plutôt utiliser un petit couteau, tu sais, pour l'éplucher efficacement. Et alors, ça va permettre de pouvoir préserver son intégrité et de maximiser les chances de succès à l'arrivée. Yes. Est-ce que tu gardes la gousse centrale, toi, de l'ail ou pas? Le germe, ouais, dans ce cas précis, je le garde. Okay. Parce qu'il n'y a aucun problème à lactofermenter son ail avec le germe. Et puis, il faut savoir que la lactofermentation, parmi les nombreux bienfaits qu'elle apporte aux aliments et qu'elle nous apporte, il y a celui d'améliorer la digestibilité des aliments. Moi, lors de mes ateliers et avec mes apprenants, j'ai souvent eu des retours en disant, par exemple, mon mari arrive pas à digérer les poivrons, ou moi, j'arrive pas à digérer, je sais pas moi, je prends un exemple, les oignons. Ouais. Et en fait, moi, d'habitude, je conseille à mes apprenants ou dans mes ateliers d'essayer d'abord par petites touches après avoir lactofermenté le produit, parce qu'en fait, la structure moléculaire change complètement. Ce qui fait que bien souvent, on va beaucoup mieux tolérer un légume comme l'ail ou l'oignon qu'auparavant on aurait eu du mal à digérer si on l'avait pas fermenté avant. Ouais. C'est quand même un game changer dans ce cas-là. Et est-ce que ça change quelque chose avec les antinutriments? Est-ce que ça va aussi jouer sur les antinutriments Complètement. Ok. Complètement. Ben, on en parlait lors de notre échange précédent. C'est vrai que on a dans de nombreuses cultures, je pense à la Corée du Sud, mais aussi avec nos régions, l'Allemagne ou la France, on a souvent lactofermenté le chou parce qu'il faut savoir que même dans le chou, il y a beaucoup d'antinutriments. C'est pas pour rien si beaucoup de gens se plaignent, tu sais, d'avoir des ballonnements, des flatulences lorsqu'elles mangent du chou. C'est qu'en fait, c'est un aliment qui comporte de nombreux antinutriments. On n'en parle pas beaucoup. On parle souvent des phytates qu'on va retrouver dans les céréales ou dans les légumineuses, mais même dans des légumes comme le chou, on retrouve des antinutriments qui vont être justement éliminés systématiquement par la fermentation. Ça, c'est quand même une super astuce. Après, si on veut enchaîner, tu vois, en parlant des bienfaits de la lactofermentation, moi, évidemment, le premier bienfait que je rappelle sans cesse, c'est que la lactofermentation, il faut pas oublier que c'est une technique de conservation avant tout. Ouais. Et en fait,
ça va être ça son plus grand atout. C'est-à-dire que la conservation au niveau de enfin, lorsqu'un légume est lactofermenté, Mhm. et ça, je pense que les gens ont vraiment du mal à le réaliser. Et on me pose énormément la question, que ce soit dans mes ateliers ou sur les réseaux, de savoir, OK, mais combien de temps est-ce que concrètement je peux garder, je sais pas moi, mon bocal de citron confit ou mon bocal de kimchi ou mon bocal de choucroute lorsqu'il est fait. En fait, c'est vraiment des années. On Ouais. peut garder les aliments comme ça, je vais pas dire de façon indéfinie, mais c'est vraiment, on est sur des très très longues durées et on peut garder les aliments comme ça pendant 2, 3, 10 ans sans aucun problème. Par contre, ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est que dans certaines recettes, on va avoir une évolution de saveur qui va être entre guillemets défavorable. C'est-à-dire que, par exemple, pour reprendre le cas du kimchi, donc la variante sud-coréenne de la choucroute, eh Mhm. bien, moi je préfère la manger après un mois Ok. ou bien un mois et demi, mais au-delà de ça, je sais on va aller vers des goûts beaucoup plus acides, beaucoup plus durs, et en fait, ça va pas aller en s'améliorant. Ok. Par contre, à contrario, sur l'ail, qui est le sujet du jour, là, on a des parfums, mais qui sont incroyables, qui vont se développer au fur et à mesure des années. Et en fait, on va avoir une différence. Tu vas pouvoir goûter ton ail après 3 semaines, un mois, mais moi, si tu as un peu de patience, je te recommanderais de le mettre à la cave à côté d'une bouteille, si t'es un amateur de vin, je sais pas, mais tu vois, tout près d'une petite bouteille de vin que tu te gardes en te disant, OK, ça c'est une bouteille de garde. Bah, c'est Ouais. pareil pour l'ail. C'est Ok. vraiment une lactofermentation de garde que tu peux garder pendant des années. Et moi, j'ai goûté, tu vois, des conserves d'ail après 3 ans de fermentation, notamment Ouais. avec un petit brin d'estragon. Et je peux te garantir que mais c'est incroyable, les saveurs qui déploient, tu vois, la subtilité, le Ouais. panel de parfums qui s'en émanent, mais c'est magique. Ok. Ouais, j'imagine bien que c'est comme le vin, en fait, il y a des vins de garde et des vins qui se consomment tout de suite, enfin, qui se consomment pas après 15 ou 20 ans de pause, entre guillemets, quoi. Ouais, mais c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Et pour reprendre ce parallèle avec le vin, moi j'aime beaucoup parce que je parle souvent aussi dans mes ateliers de millésime. J'adore ce Ouais. côté unique de chaque bocaux de lactofermentation. Parce qu'il faut savoir que sur les aliments, on retrouve des bactéries qui sont spécifiques à l'aliment. Et c'est cette carte entre guillemets d'identité bactérienne, elle va changer en fonction d'un aliment. Et même en fait, tu prends 2 gousses d'ail, elles ont pas les bactéries, les mêmes bactéries. Ce qui fait qu'à Ouais. l'arrivée, tu vas avoir des bocaux qui sont unique à tous les coups et tu vas Ok. pouvoir avoir comme ça des dégustations qui sont un peu des momentum dans le sens où bah, tu vas pas pouvoir goûter 2 fois le même bocal de légumes lactofermentés. Ouais. Un peu dans Ouais. l'esprit du vin, tu vois. Alors oui, t'as des bouteilles de vin qui se ressemblent et compagnie, mais tu vois un peu l'idée. Ouais, carrément, ouais. Alors justement, en parlant de bactéries, moi j'ai une question qui me vient là, en attendant que je continue d'éplucher ces gousses d'ail. Le bocal dans lequel je vais les mettre. Alors déjà, ma question, c'est est-ce qu'il faut le stériliser ou pas? Non, 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 Ah non. oui. Bah, tu me connais, moi, Et ouais, je suis un, je suis un grand défenseur des bactéries. Alors évidemment, je suis pour une propreté irréprochable en cuisine. ouais. Cela va de soi, les règles Surtout quand je fais élémentaires de sur les base, pâtes. le bon sens. Mais on va éviter de stériliser, que ce soit les surfaces de travail sur lesquelles on va lactofermenter, mais aussi les ustensiles ou les bocaux. Ok. Parce qu'on a quand même besoin des bactéries et d'un environnement bactérien propice à la fermentation. Et Ok, je vais même d'accord. plus loin dans ma formation un peu qui est un peu plus longue euh, enfin j'ai proposé comme ça pendant toute une période une formation sur 3 mois je pense ou sur 2 mois où on parlait notamment du microbiote intestinal et puis des fermentations dont les légumes et j'invitais les gens en leur expliquant en fait à faire de plus en plus de fermentation chez eux parce qu'en fait ce qui se passe c'est que plus on a de fermentation à la maison plus on va créer un milieu qui va être favorable euh, aux bactéries et aux fermentations. Ok. Ce qui fait que c'est un cercle vertueux. Par contre, je déconseille à quiconque se lance dans l'aventure de la fermentation de user, tu vois, de gel hydroalcoolique à outrance ou de pulvériser aux 4 coins de sa maison des gels antibactériens. Il faut vraiment éviter, en fait, ce genre de produits qui risquent d'interférer, tu vois, avec le bon processus de la fermentation. Ouais, je vois C'est le pour ça truc, ouais. que dans le même sens, on va recommander d'utiliser plutôt des produits biologiques parce que Ouais. justement, ils vont pas être porteurs de tous ces pesticides et autres éléments qui risqueraient d'être nuisibles sur le point de vue bactérien. Ouais, ouais, je vois le truc, ouais. Surtout que de nos jours, le gel hydroalcoolique, c'est utilisé à tout va, tout le temps, toutes les heures.
enfin, c'est assez incroyable le nombre de personnes que je vois maintenant utiliser du gel hydroalcoolique, alors que on sait pertinemment que c'est mauvais pour les mains, puisque enfin, sur les mains, il y a pareil, il y a une flore bactérienne. Sur Tout toutes à les fait. surfaces, il y a des flores bactériennes, et du coup, ça va venir dérégler et assécher en fait cette flore bactérienne. Ça va venir tuer la flore bactérienne et assécher la pellicule de gras quoi qu'il y a au-dessus de notre peau. Et Complètement, ça fait des complètement, et dommages ça derrière. affaiblit par l'intermédiaire de notre peau tout notre système immunitaire. Enfin, après, Ouais, c'est systémique, donc bien sûr. ouais, moi je déconseille en règle générale de le faire. Et c'est vrai qu'on a été un peu brainwashé, tu vois, lors des Ouais, dernières décennies, tu vois, avec cette notion de dire ok, mais les bactéries c'est pas bon, il faut lutter ouais, contre les bactéries. Souvent on dit ah ouais, antibactérien, il faut éliminer les bactéries et compagnie. Alors que maintenant on le sait, c'est scientifiquement prouvé, les ouais, bactéries sont à 90,9999% amis et sont là ouais, pour nous aider et pour nous protéger justement de virus qui eux sont éventuellement je prends l'exemple des virus, j'aurais pu prendre un autre exemple parce que je veux dire c'est que on a besoin d'elles et on cohabite avec elles, on en porte beaucoup plus que nos propres cellules, on en parlait dans ouais. l'échange précédent sur le microbiote et donc voilà, donc pour te répondre à ta question, non il faut pas stériliser les bocaux. Par contre, évidemment, des bocaux propres, moi, ce que je fais, c'est que je Ouais. les lave dans mon lave-vaisselle, simplement, et voilà. Ok. Et une fois parce que là, je les ai mis à côté du bocal, du coup, je peux tout de suite les mettre dans le bocal. Ouais, tu peux directement les mettre dans ton bocal si celui-ci est propre. Ouais, Et pour enchaîner, d'ailleurs, avec la stérilisation du bocal, on peut aussi parler de la sécurité alimentaire. Moi, je me plais à dire, et c'est prouvé, que la lactofermentation de légumes est un, si ce n'est le moyen de conservation le plus sûr au monde, qui a la ok. meilleure sécurité alimentaire au monde. Parce que je sais pas si tu as vu ça passer, mais il y a eu un petit scandale de botulisme Ouais, dans un restaurant qui faisait des conserves à l'huile, je pense. ouais, Et donc, ouais. les gens font un peu l'amalgame et se disent, oulala, conserve maison, non, botulisme, oi, oi, oi. Enfin, tu vois, c'est un peu le micmac, Ouais, ouais. Mais voilà. les gens oublient que il y a plein de scandales alimentaires chez les gros, hein, notamment il y a pas longtemps, il y a eu des staphylocoques, non, sur des ah attends, j'ai entendu ça où? Ils ont fait une grosse campagne de rappel de produits parce qu'il y avait des bactéries je crois que c'était pas M&M's. Ah, je sais plus sur ce que c'était. En tout cas, Ouais, mais c'était il y a des scandales il y a des scandales qui explosent dans le milieu agro-industriel. Bon, on peut parler je pense que c'était Lactalis, si je dis pas n'importe oui, quoi, c'est où ça, exactement. ils ont dû détruire justement une usine parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que à force de stériliser et de vouloir contrôler le milieu bactérien, tu détériores la flore protectrice, ce qui fait que tu Ouais, augmentes la vulnérabilité à des éléments perturbateurs je sais pas moi, des trucs infectieux qui peuvent venir contaminer ton milieu. Et c'est ce qui ouais. s'est passé avec une usine de produits laitiers, justement, qui a dû être carrément démolite parce qu'ils Ah n'arrivaient ouais? pas à supprimer ça. Mais là où je voulais en venir un peu plus tôt quand je te parlais de botulisme et de conserve maison, non, 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 enfin, tu vois, cette Ouais, réaction, ouais. cette théorie, en fait, négative qu'ont la plupart des gens, c'est une incompréhension, en fait, du système de lactofermentation. C'est-à-dire qu'en lactofermentation, on peut pas avoir ni d'intoxication alimentaire, ni de contamination. La toxine responsable du botulisme, comme tous les autres bactéries potentiellement nuisibles, ne peuvent pas survivre dans l'environnement d'une conserve de lactofermentation parce qu'en fait le pH diminue. Ouais, Tu vois, le pH c'est la mesure en fait qui qui indique sur quel taux d'acidité ou de base on se trouve. Il y a un pH dans la terre, comme il y a un pH ouais, dans ouais, notre sang. bien Tu sûr. connais évidemment Ouais, toi ces ouais, notions, mais je le rappelle. Et il y a aussi un pH dans le milieu de nos conserves de lactofermentation. Et le pH, il descend en dessous de 4,6. Si je me rappelle bien, c'est le seuil. Euh, tu vois, c'est le seuil qui est reconnu par des institutions comme tu vois, je pense que c'est même l'OMS ou le World Health Institute qui dit que, ouais. en fait, en dessous de la barre des 4,6, les bactéries comme le botulisme ou d'autres ne peuvent pas survivre parce qu'en fait, le milieu est trop acide, donc elles meurent systématiquement. Et c'est Ok. pour ça, en fait, que je te parlais des 3 règles d'or de la lactofermentation, à savoir le manque d'oxygène, euh, la teneur en sel et la chaleur, même si j'ai un Ouais, doute sur la troisième, il faudrait que je relise un peu mes notes pour ça. Mais en tout cas, l'absence d'oxygène et le sel, parce qu'en fait, le sel, il a un rôle
de favoriser les bonnes bactéries, mais surtout d'empêcher le développement des mauvaises. En fait, c'est ça son principal rôle dans la lactofermentation. C'est pour ça qu'on va mettre quand même du sel dans l'eau, parce que ça va vraiment venir bloquer le développement de tout ce qui va être bactéries nuisibles. D'accord. Et contrairement, favoriser le type de bactéries favorables, à savoir ici les bactéries lactiques. Okay. Et c'est en fait ces bactéries lactiques qui vont transformer le sucre de l'ail en acide lactique, qui lui va permettre l'acidification du milieu et le déploiement des saveurs et la conservation. Ok. Alors, je sais que ça fait beaucoup d'infos de suite comme ça, mais mais j'essaye de donner une information complète. Ouais, tu fais bien, parce que de toute façon, moi, je suis concentré à me dépêcher pour la prochaine fois. J'essaie d'en choper, de couper des gousses à l'avance. Mais bon, c'est pas grave. Ça va, je vais assez vite pour toi, là? Ah ouais, mais c'est parfait. Là, t'en es où, là, Toi, d'ailleurs, là, de ton ouais. école? Ah ouais, mais c'est en bonne route, c'est en bonne voie. Et du coup, alors, plus sur le côté pratico-pratique, une fois que j'aurai fini de remplir ce bocal de gousses d'ail, est-ce Ouais. que, on peut s'amuser? Alors, il me semble, parce que tu disais avant que qu'on pouvait ajouter des herbes comme on voulait. Il y a des Ouais, bien règles sûr. pour ça? Alors, il y a des règles dans la mesure où certaines personnes déconseillent même d'ajouter des épices parce que ça ralentisserait la fermentation. Moi, Ok. je suis pas du tout de ce courant de pensée et j'ai jamais eu aucun problème avec toutes les épices que j'adore mettre dans mes bocaux. Ça s'est toujours très très bien passé. Donc, la Ok. règle principale, moi, je dirais que c'est la créativité, parce que il y a D'accord. le champ des possibles en lactofermentation est infini. Après, il y a des grandes règles de base dans la mesure où en fait, c'est un peu de l'expérience et de l'empirisme. Plus t'en fais, plus tu te rends compte qu'en fait, il y a quelques épices ou aromates spécifiques qui te donnent des résultats que tu apprécies un peu plus et Ok. ou qui vont plaire de façon plus euh, Euh, plus plus marquée que d'autres, quoi. Donc ok. moi, c'est vrai que tout ce qui est, j'aime beaucoup utiliser des aromates. Mais par contre, certaines plantes, certaines herbes fraîches, je vais un peu moins les utiliser. Comme par exemple, je mettrais rarement du persil frais ou de la coriandre fraîche ou Ouais. de la ciboulette dans mes lactofermentations. Quoique, je mets un peu de persil et de coriandre dans ma recette de sauce douce et piquante. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, tu comprends un peu l'idée. Faut Ouais, jouer bien sur sûr. la créativité. Il y a des coups de cœur. Moi, par exemple, je vais souvent être sur les graines de moutarde. Je trouve ça délicieux en lactofermentation. Je vais être avec carottes, cumin. Tu vois, ça, c'est des valeurs sûres. Ouais. Les grains de coriandre, les baies de genièvre, tout ce qui va être piment coréen pour des lactofermentations un peu plus asiatiques. Les graines de fenouil, super bonnes aussi, qui vont déployer des saveurs incroyables avec les carottes. J'adore ça aussi. Les Ok. baies roses, c'est aussi incroyablement bon. Après la fermentation, tu as le goût qui évolue subtilement et c'est vraiment très bon. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Puis au niveau des aromates, je vais bien aimer une petite feuille de laurier, une branche de thym, romarin, estragon. J'en ai parlé. J'ai eu pas mal de très très chouettes succès avec l'estragon. Euh, donc il y a vraiment moyen de s'amuser et de composer un peu selon son inspiration et selon la saison aussi. C'est ça qui est Ouais. chouette. Alors c'est vrai que je t'ai proposé cette recette d'ail fermenté. Simplement pour les gens qui nous regarderont, je rappelle que la meilleure période pour faire cette recette, en fait, c'est le mois de juin, juillet, parce qu'en fait, on a l'ail nouveau qui est plus propice à cette fermentation d'ail. Mais toujours est-il qu'on peut le faire avec de l'ail vieilli comme on le fait aujourd'hui. Ce qui peut se passer aussi, petit disclaimer, je reçois beaucoup de questions. Moi, j'ai sorti une vidéo YouTube sur l'ail lacto-fermenté et j'ai beaucoup cette question qui est revenue et je comprends d'ailleurs pourquoi. De gens qui me disent, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, mon ail a viré au bleu ou au vert. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, les gens, ils sont choqués. Ah, Et, mais je comprends, c'est normal. Et en fait, c'est tout à fait normal. C'est dû à une réaction chimique enzymatique qui fait qu'on voit une transformation de couleur qui peut être, c'est dingue. Donc, tu peux te dire, OK, il y a ouais. peut-être un problème. Mon ail se transforme en schtroumpf, tu vois, c'est bizarre. Mais en fait, c'est normal. Ok. Et en parlant de créativité, c'est une question que mon cousin m'a demandé de te demander. Est-ce que lactofermentation et dessert, ça marche? Est-ce que tu as Mais des idées? T'as des... complètement. Complètement. J'ai lacto-fermenté des myrtilles, c'est excellent et ça Ah apporte ouais? justement. Alors que la myrtille, a priori, tirait pas spécialement Ah sur ouais? une lacto-fermentation parce que c'est déjà un produit qui est assez acide en fait. Mais
t'as un panel de saveurs qui se déploie, qui est impressionnant. Et en fait, la lactofermentation des fruits, ça fonctionne très bien aussi. Ah ouais? Ouais. Après, tu vas souvent être sur des fermentations qui vont être moins longues parce que en fait, comme je l'ai dit, la lactofermentation, c'est principalement la transformation du sucre en acide lactique. Et plus ton aliment va être riche en sucre, Ouais, plus tu vas avoir de l'acide lactique à l'arrivée. Je simplifie, mais c'est un peu la règle. Donc, en ouais, fait, c'est pour ça que tes tomates qui peuvent être un peu sucrées de base, elles vont être fortement acides à l'arrivée ou plus acides que ce qu'elles ne sont déjà. Et ce que je veux ok. dire par là, c'est que si tu lactofermentes, par exemple, je sais pas moi, des pêches qui sont gorgées de soleil et tout ça, bah, il faudra vraiment limiter la lactofermentation dans le temps pour que tu arrives au moment où le goût et l'acidité, le côté acidulé plutôt, le goût acidulé qui émerge de cette fermentation te plaît. Et parfois ça peut être un peu délicat dans le sens où quand tu débutes de trouver, tu vois justement la bonne durée pour avoir un fruit fermenté qui te plaît, parce que justement parfois d'un jour à l'autre ou sur 3 jours, tu vois, ça peut être ça peut aller de l'acidulé, le côté parfait, subtil qui te plaît, à le truc qui est trop fermenté et qui Ouais, vire presque à l'alcool. Et alors là, c'est trop, quoi. ouais, je vois le truc, ouais. Ok, donc ça fonctionne. Bon, il y aura Complètement. peut-être une recette, une recette sucrée alors bientôt. Pourquoi pas? Tu vas plus me lâcher, là. Ah non, regarde où j'en suis, c'est bon comme ça ou Ah, mais j'en c'est manque un peu? magnifique. C'est magnifique. Bah écoute, moi ce que je recommande c'est de remplir à minimum 70% ton bocal. Tu peux aller idéalement jusqu'à 80%. Moi je te Ok, conseille de continuer un tout petit peu, comme ça tu vas pouvoir te faire plaisir et profiter de ton ail encore plus longtemps. allez. Et comme ça, je peux aussi parler des quelques autres bienfaits des aliments lactofermentés. Ben, on a déjà parlé du goût. Et faut savoir, comme tu disais, ben, on peut les amener sur des desserts, mais aussi sur des entrées, des plats ou simplement en condiment. Tu peux aussi lactofermenter des légumes, tu vois, en bâtonnet, en proposer à l'apéro à tes potes ou à ta Ouais, famille. Et c'est génial. Et en fait, il faut savoir que la lactofermentation arrive de plus en plus dans les cuisines étoilées, tu vois, auprès des grands chefs. D'ailleurs, il y a René Redzepi, c'est un des seuls livres qu'il a écrit. C'est un chef en fait danois, tu sais, qui est chef du Noma. C'est un restaurant qui a été élu, je pense que c'est 4 fois meilleur restaurant du monde. Après, c'est très ah subjectif ouais? comme classement, mais c'est pour te donner un peu un ordre d'idée que je pense il y a vraiment une prise de conscience de ce côté panel de saveurs impressionnant des légumes et des fruits fermentés Ouais, qui est assez intéressant et fou. Euh, En bienfait, tu vas évidemment retrouver le côté probiotique, donc ce qui va venir ensemencer entre guillemets notre flore intestinale. Alors même si souvent on dit que les probiotiques ne sont que de passage entre guillemets dans ton microbiote intestinal, parce qu'à l'arrivée il faut aussi que tu puisses apporter des prébiotiques, c'est-à-dire des fibres alimentaires qui vont venir nourrir les bonnes bactéries pour qu'elles puissent s'épanouir et proliférer. Mais d'accord. on va pas se cacher. Enfin, pour moi, c'est une évidence que si tu manges régulièrement des aliments lactofermentés, des légumes lactofermentés, tu vas venir ensemencer, tu vois, et entretenir voilà, une excellente source de Ouais, probiotiques naturels à travers ton alimentation. Et quand on ah bah, connaît top. l'importance, tu vois, comme on en parlait, tu vois, du microbiote intestinal, la diversité bactérienne, de cette connexion de l'axe intestin-cerveau, mais aussi Ouais, tu vois, de l'importance de notre équilibre intestinal au niveau de notre bien-être émotionnel aussi. ouais, bien C'est là sûr. qu'on prend aussi la mesure de l'impact que ça peut avoir. Alors justement, j'ai une question. Est-ce que je vais montrer là, c'est peut-être pas le truc. Tu sais, il y a des sur là, il y a un petit jeton. Tu mets les trucs comme ça ou pas? Attends, je regarde. Non, justement, c'est bien que tu aies le cas parce qu'on va Ouais, éviter de mettre. On pourrait le mettre, mais c'est prendre un risque inutilement parce que OK. ça peut être une petite blessure, tu vois, qui va pouvoir contaminer le restant de la préparation. Petite règle en passant de lactofermentation, on évite de mettre ce qui est abîmé, ce qui est blessé. On va essayer de OK. privilégier des légumes qui soient Ça. sains. Après, c'est pas de la discrimination léguminaire que je fais là, mais c'est simplement que c'est une petite règle où on va éviter Ouais, de se mettre des bâtons dans les roues entre guillemets en voulant trop bien bien faire sûr. et sauver un maximum. Moi, je mettrais pas ce petit morceau-là. Tu coupes le bout mort ou tu le Ouais, laisses, tu coupes le petit bout mort. Après, tu vois si le restant de l'ail est ok. Bah, on peut la mettre dedans sans problème. en dessous, c'est OK, ouais. OK. Bah, top.
Est-ce que euh, comme ça, c'est bon là? Ah, mais c'est parfait. C'est On parfait. est On est bon? sur du 80% environ, donc c'est parfait. Ouais. Ok. Et là, on va pouvoir faire la saumure. On peut aussi mettre des aromates ou des épices si tu en as dans la cuisine et que tu te sens inspiré. Fais-toi Bah alors, plaisir, hein. j'ai pas des gros aromates. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des B 4, j'ai des poivres 4B Ok. avec c'est du poivre quoi. Ouais. Du thym, mais c'est plus c'est pas les grosses branches de thym, tu vois. Ouais. J'ai Le pas thym, ça énormément. prend vite le dessus sur le reste. Donc, moi, je serais toi pour une première fermentation comme ça d'ail. Ouais. Après, nature, c'est excellent aussi. Bah, je Donc, vais partir. Moi, j'aime bien la nature, donc les trucs nature. super. J'aime pas trop quand je maquille beaucoup les choses. Donc, Il est beau ton short, dis donc. ouais, merci. C'est bah, d'ailleurs, ça me fait introduire le truc. C'est hiver sans pantalon. Moi, j'ai pas de pantalon, je mets que des shorts. Donc, Ah, en c'est hiver, beau, ils me c'est prennent l'Hormèse, ça. exactement. En hiver, ils me prennent pour un dégénéré, c'est étayé scientifiquement, on va dire. C'est beau, Ok. ça. Alors, du coup, le pot, il est rempli à 80%. Maintenant, je Ok. t'écoute. Qu'est-ce que je fais ensuite? Ok, donc comme je t'ai dit, on est sur une fermentation avec l'ajout d'une saumure, ce qui fait qu'on va pas spécialement tenir compte du poids du bocal ni des légumes qui le remplissent, mais on va faire une petite saumure en parallèle. Donc on va mesurer de l'eau. Ce qu'on va faire pour l'ail, c'est qu'on va rester sur une saumure de base de 3% de sel. C'est-à-dire qu'on va mettre 30 grammes de sel pour 1 litre d'eau. Mais là, ici, comme tu es sur du 50 centilitres, tu peux faire, pour faire simple, 15 grammes de sel pour un demi-litre d'eau. Ok. Donc, c'est quoi? C'est 3%. Ouais, 3%. Ok. 15 grammes de sel pour un demi-litre d'eau. Alors, il y a plusieurs astuces. Moi, une astuce que j'utilise pour faire fondre plus rapidement mon sel, j'ai oublié de t'en parler avant, c'est que je peux faire chauffer en fait une petite partie de mon eau pour diluer mon sel dedans et pouvoir remettre en fait l'autre, enfin l'eau froide par-dessus parce qu'il faut absolument pas mettre l'eau chaude sur les légumes lactofermentés, sinon on va détruire tout ce qui va être enzymes et bonnes bactéries. 3%, donc 50 centilitres d'eau. L'eau Ouais. filtrée, évidemment. Ou sinon, si les gens n'ont pas d'eau filtrée, euh, Bah, moi, j'utilise souvent l'eau de mon robinet, mais je la fais reposer donc à l'air libre dans une carafe ouverte ou dans une bouteille ouverte au moins 4 heures avant de fermenter avec. Comme ça, en fait, le chlore a le temps de s'échapper. ouais, c'est ça. Ok. Tac. Alors, 3%. Je mélange et je fais exprimer les propriétés de l'eau. C'est beau Et ça. c'est un La merveilleux mise d'eau, solvant. tu l'informes. Est-ce que tu informes ton eau ou pas? Euh, Bah, je lui dis merci et je lui dis bonne chance pour être autant de temps enfermé avec tant de gouttes d'ail. Ok. J'adore. Et donc, du coup, maintenant, on balance jusqu'à. Je mets ça, je mets Voilà, à l'eau. jusqu'à arriver à un peu moins d'1 centimètre. Tu vois, il faut laisser un petit gap d'1 centimètre entre le haut de la préparation et puis la fermeture du bocal. Est-ce qu'il faut mettre quelque chose sur l'ail pour qu'il reste Non, dans le. c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et c'est bien que tu me poses la question parce qu'on me demande souvent si les poids de fermentation sont obligatoires et la réponse est non. Moi, j'ai fait énormément de fermentation, dont l'ail sans poids. Et en fait, ils sont surtout pas obligatoires parce que tu utilises les bocaux adéquats, c'est-à-dire des bocaux type le parfait munis d'un joint hermétique. Et en fait, ce joint hermétique, il va permettre deux choses. Premièrement, il va préserver l'entrée d'oxygène. Donc, on a dit règle de base de lactofermentation, on laisse pas rentrer l'oxygène. Ce joint hermétique fait ça. Mais il permet aussi au gaz carbonique, qui va être le produit résidu, entre guillemets, de la fermentation. Donc, le gaz carbonique va être émané, en fait, lors de la fermentation, de chasser l'oxygène resté emprisonné dans le bocal. Je sais pas Ok. si tu comprends Ouais, ce que ouais. je sais Oui, expliquer. je vois. Il permet Mais la sortie du gaz excédent, mais pas l'entrée de l'air environnant, quoi. tout à fait. Et c'est pour ça que tu vas pouvoir même écouter, parfois chanter tes bocaux de lactofermentation. Ouais. Tu sais, tu peux écouter un petit chuintement. Je sais pas si t'as déjà fait des Ah, fermentations de légumes. je fais, ouais. C'est assez marrant. Ouais. Et là, on est bon, quoi.
Et là, on est tout bon. T'as plus qu'à fermer ton bocal. Attention, pas oublier de le mettre sur une assiette ou sur un plateau parce qu'il peut aussi y avoir quelques petits débordements en début de fermentation qui sont tout à fait normales. Mais c'est toujours bien de le savoir pour éviter de ruiner le parquet ou la jolie planche en bois. Ok. Et toi, est-ce que tu notes tes bocaux? Parce que là, je vais me dire, ouais, Ouais. c'est bon, je m'en souviens, mais Ouais. Pour être honnête avec toi, ça dépend. Mais je conseille toujours aux gens de le faire. ok. Donc on est le 18. Aïe. Bon là. Bon voilà, c'est réglé, je note et c'est parti alors. C'est Est-ce qu'il y parti. a est-ce qu'il y a différents, je laisse à l'air, à la température ambiante et ensuite après quelques semaines je balance ça en bas à la cave ou toi tu gères comment? Alors, bah, pour les fermentations, ça va vraiment dépendre un peu au cas par cas. Après, il y a une règle de base qui dit qu'on va laisser fermenter pendant une semaine et puis on va mettre au frais. Moi, c'est souvent ce que je conseille. Après, ça dépend vraiment des recettes. Mais pour l'ail, moi, je garde l'ail à température ambiante dans ma cuisine Ok, parce que c'est une fermentation qui se, qui se comporte très bien, même à température ambiante sur le long cours. Tu peux vraiment la garder des années comme ça et après, c'est difficile parce que quand tu commences à l'ouvrir, parce que même après ouverture, hein, même moi après ouverture, je la garde quand même à température ambiante. ok, Beaucoup de gens te diront ah non, il faut le mettre au frigo après ouverture. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, de mon expérience, ça s'est toujours bien passé avec l'ail. En tout cas, j'ai pu comme ça la laisser garder pendant des années sur mon étagère sans problème. Mais après, ce qui est vrai aussi, c'est qu'à partir du moment où tu ouvres enfin tu ouvres ton bocal et puis que tu goûtes, ça peut vite se terminer un bocal d'ail. ouais, c'est vrai Ouais. que c'est vraiment bon et à rajouter dans les salades, ce genre de choses, c'est top. Ok. Et Yes. du coup, moi je vais pouvoir commencer à les goûter dans 3 semaines, d'ici 3 semaines, un mois, c'est ça? D'ici 3 semaines, un mois, tu pourras déjà y goûter. Ça va déjà être très intéressant, mais comme je te le dis, Ouais, moi, le moment où je le préfère, c'est après 1 ou 2 ans, et là, c'est vraiment incroyable. ouais. Je sais pas si je tiendrai 2 ans. Après, je vais, je vais me lancer là. Ce qui est bien, c'est que il faut se prendre des demi-journées pour faire des gros bocaux, pour enchaîner le plus de trucs possible, et comme ça, après, on a Du du, stock. du stock exactement. C'est ça qui est Complètement. Et compliqué tu un peux peu avec aussi la faire une copine. autre variation en, pardon, je te coupe, mais je suis Vas-y. porté par mon enthousiasme, tu vois. Tu peux faire une autre variation en mettant directement du miel, tu vois, du miel d'apiculteur sur ton ail à la place de la saumure. Ça Ok, fonctionne très bien aussi. Et en fait, tu obtiens, le miel va un peu se liquéfier. Tu vas avoir un ail qui va être confit et fermenté en même temps. C'est un régal. ok, génial. Ouais. On est pas mal là. Finalement, le plus long, c'est d'éplucher les gousses d'ail, quoi. C'est tout. Après, C'est la ça. saumure, c'est vite fait. Et emballer, c'est peser. Finalement, ça demande. C'est un truc ludique à faire avec les enfants, ça. Mais complètement, complètement avec les enfants, c'est top. Ou même entre potes après, Ouais. autour d'une Oui, chouette discussion. carrément. Comme on a eu l'autre fois là, à Ouais. l'apéro vidéo. C'était cool. Ouais, c'était sympa, c'était Ok. sympa. Bon, bah, on est pas mal. C'est tout bon pour toi? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Parce que là, du coup, c'est pour te montrer un peu le truc. Bah ouais, moi je rajouterais bien que je suis partant pour une petite invitation, l'histoire de vérifier, tu vois, de goûter l'ail quand il sera prêt. Ben, alors si tu fais l'aller-retour juste pour venir goûter l'ail, moi je t'accueille avec plaisir. Je t'accueille dans la Ok. campagne avec plaisir. Ah bah cool, merci Nico, ça me touche. Bah, merci Yanis pour tes conseils de pro, hein, parce qu'il faut pas l'oublier. Tu quand même reconnu dans le domaine de la lactofermentation. En tout cas, il y a plein de bons conseils qu'on peut trouver sur ton Instagram ou sur tes vidéos YouTube. Et en plus de ça, tu es en train de préparer une formation. Alors, je sais pas si on peut tout dévoiler, mais Bah ouais, on ouais, va. mais un grand merci à toi de le mentionner. C'est vrai que j'y pensais même moi à l'instant là. Et ouais, je suis en train de vous préparer une petite formation, enfin pour ceux que ça intéresse, d'aller plus loin sur le processus de fermentation. En fait, ça va être une formation qui va être très courte, très dynamique, dans le sens où bah, ça va être des courtes vidéos qui vont aller droit à l'essentiel pour essayer de donner un maximum de clés à ceux qui veulent se lancer pour que bah, ils puissent être complètement autonomes et puis même eux, pourquoi pas transmettre cette méthode. Et puis, ce sera accompagné d'un e-book de recettes qui vont être un peu mes meilleures recettes de lactofermentation
compilé dans un bouquin. Donc, je suis très content et je me réjouis de pouvoir proposer ça tout bientôt. Yes, bah, de toute façon, on communiquera là-dessus, hein. Moi, je suis sûr que c'est la première recette qu'on fait ensemble, mais c'est pas la dernière. Ce truc-là de dessert lacto-fermenté, ça m'appelle. En Ah tout ouais, cas, mais c'est chouette. C'est génial. Les desserts lacto-fermentés, tu peux apporter justement ces notes acidulées qui font la différence. Moi, tu vois, je suis pas quelqu'un de, j'ai pas un bec très sucré. Après, j'aime bien ça aussi, mais ce que je veux dire, c'est que j'aime bien avoir des parfums subtils et un équilibre de saveurs. Et la lactofermentation au niveau des fruits notamment, ça va permettre d'aller chercher cet acidulé qui fait la différence. un petit mot de la fin, Yanis? Bah écoute, merci encore une fois pour ce moment agréable. J'aime bien l'idée de donner des instructions pendant que l'autre fait le travail, même si, même si, même si j'aime bien me mettre en mouvement aussi. Mais non, mais un grand merci Nicolas pour cette invitation. Encore une fois, c'est chouette de passer du temps avec toi et de transmettre autour de cette passion qui est la lactofermentation. Je vous souhaite à tous de passer à l'action et de faire cette recette aussi vous chez vous, que ce soit de l'ail fermenté ou des carottes. Lancez-vous parce que c'est que du bonheur. Et puis c'est aussi excellent bah, pour votre santé et pour celle de votre entourage. Yes, cool. Merci, Yanis. Et n'oubliez pas, c'est noté dessus, là, la connaissance renforce la jeunesse. Voilà. Génial. Ciao! Ciao les amis.